Donc, quelle est la durée de l'essai? Donc, le contrat d'engagement à l'essai, voilà, s'inscrit dans une période. Ok? Et on dit que l'essai n'est pas obligatoire. Donc, on peut directement signer un contrat déterminé, un contrat déterminé, un contrat à l'essai, pratique, travail temporaire, tout ça, sans forcément passer par une période d'essai. Mais cependant, lorsque on doit faire l'essai, il y a des limites. Donc, pour les ouvriers employés, c'est 8 jours pour les travailleurs payés à l'heure et 1 mois pour les travailleurs payés au mois. Pour les agents de maîtrise, les techniciens et assimilés, c'est 2 mois. Et pour les cadres, ingénieurs et assimilés, c'est 3 mois. Et pour les cadres supérieurs, c'est 6 mois. Voilà. Et donc, l'essai peut être renouvelé. Mais pour le renouveler, il faut le notifier aux travailleurs dans une période donnée. Voilà. Donc, pour ceux qui sont payés c'est 8 jours avant la fin de l'essai lorsque la période est de 2 mois, 15 jours avant la fin de l'essai lorsque c'est de 3 mois, et 1 mois avant, n'est-ce pas, la fin de l'essai lorsque c'est de 6 mois. Pour les week-ends, quand c'est 8 jours. 8 jours. Pardon? Et l'essai qui dure que 8 jours là, pour les journées. Pour le renouvellement. Pour les 8 jours et 1 mois, vous voyez que la loi reste muette. Il n'y a pas de disposition, n'est-ce pas, législative ou réglementaire pour les périodes de 8 jours et de 1 mois. Voilà. Donc là, il n'y a pas de disposition législative, n'est-ce pas, en la matière. Voilà. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de période définie dans ce sens. Donc ça veut dire quoi? Que même 1 jour avant ou 2 jours avant, on peut le faire. Voilà. La loi est bien là-dessus. Mais si on ne le fait pas, si on ne fait pas attention, on va tomber dans un CDI. On va tomber dans un CDI. Voilà. Parce que il y a ce qu'on appelle les pièges du contrat de travail. Et ça fait partie de ces pièges-là. Les contrats à l'essai de 8 jours et 1 mois, il n'y a pas de dispositif clair là-dessus. Donc ça veut dire que, bon, à tout moment, vous pouvez les renouveler avant la fin. Mais si vous ne le faites pas aussi, vous risquez de tomber dans un contrat à durée indéterminée. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, il faut faire attention quand on rédige les contrats de travail. Monsieur, c'est pareil pour tous les autres, non? Pourquoi? Si, pour le renouvellement, si ce n'est pas fait dans les délais qui sont répartis ici, on tombe en CDI. Si quoi? 8 jours pour l'essai de 2 mois. Oui. Tout ça, si ce n'est pas respecté, on tombe en CDI. Merci. Voilà. Mais ici, au moins, il y a un délai qui a respecté. Parce que si vous ne respectez pas ces délais-là, parce que si vous ne respectez pas, n'est-ce pas, on va dire, ces délais-là, vous risquez de payer une indemnité compensatrice. Voilà. Vous allez payer
une indemnité compensatrice de salaire. Pour les autres là, c'est pour lesquels on a déterminé les délais là. Si vous ne respectez pas ces délais, il y a une indemnité compensatrice. Alors que si c'est les contrats de 8 jours à 1 mois, bon, il n'y a pas d'indemnité, on tombe tout de suite dans un. Voilà. Parce que, par exemple, si vous n'avez pas respecté les 15 jours et que vous lui dites 7 jours avant, par exemple, parce que le contrat dit qu'on peut le rompre à tout moment sans indemnité ni préavis. Voilà. Mais si on doit le renouveler, il faut informer. Il faut informer le salarié. Voilà. Confirmer le salarié. Mais si on ne les a pas informés dans les délais prévus, on va lui payer une indemnité compensatrice de salaire. Parce que le contrat d'engagement à l'essai, on dit quoi? D'abord, c'est un contrat précaire. Ils sont payés mettre fin. Il faut avertir le travailleur pour que, bon, il puisse, n'est-ce pas? Voilà, si on a l'intention de le renouveler, voilà, il faut lui donner l'information pour qu'il puisse prendre ses dispositions. Voilà. Parce qu'il n'est pas obligé aussi d'accepter le renouvellement. Voilà. C'était ma question. Il n'est pas aussi obligé d'accepter le renouvellement. Voilà. Donc, on dit le droit du travail, c'est un droit qui est fait, on va dire, pour avantager, pour préserver surtout les intérêts des travailleurs. Même si, bon, dans la réalité, l'employeur reste toujours le plus fort. Oui. Monsieur, comment est calculée l'indemnité compensatrice? Comment Comment on calcule l'indemnité compensatrice là? Non. Si par exemple, on lui verse un salaire de. Si par exemple, on dit que c'est de 8 jours de salaire lorsque l'essai est de 2 mois. Donc si on n'a pas respecté les 8 jours, on va calculer son salaire journalier. Si par exemple, il est payé 300 000 francs, pour simplifier, 300 000 francs pour combien de jours? Ça fait 30 jours de salaire. Donc, un jour de salaire, ça va faire combien? Ça va faire 10 000. Donc, on va faire les 10 000 divisé les 300 000 divisé par 30 pour trouver 10 000, pour trouver le salaire journalier. On va multiplier pour trouver l'indemnité, on va multiplier maintenant par 8. Ça va faire 80 000. Donc, il faut déterminer le salaire journalier. Voilà, en divisant le salaire mensuel par 30. Voilà. Dans le salaire mensuel par 30. Donc c'est ça qu'on va payer comme indemnité compensatrice de. Ça, c'est payé au cas où on ne renouvelle pas son contrat. Pardon? C'est payé au cas où on ne renouvelle pas son contrat d'essai, c'est ça? Au cas où on a dépassé le délai. Au cas où on n'a pas respecté le délai et que lui il dit moi je ne veux plus renouveler. Et qu'il dit que je ne veux plus renouveler. Lui dit ne veut plus renouveler. Voilà. Nous on a dépassé le délai. Nous on a dépassé le délai. Maintenant si on a dépassé le délai, par exemple les 8 jours, et on fait le contrat qu'il accepte, est-ce qu'il y a une indemnité à payer? Non. Puisque là On continue. Voilà, puisque là on va dire les relations contractuelles vont continuer. Voilà. Okay. Mais si c'est quand le travailleur dit que moi, bon, vous n'avez pas respecté les délais, moi je ne veux plus continuer. Donc là vous allez l'indemniser. Mais s'il décide de continuer, il n'y a pas de. Voilà. S'il décide de continuer, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc souvent le contrat de travail, il y a des pièges. Donc quand on rédige un contrat et que on décide d'abord de faire un contrat d'engagement à l'essai, bon, il faut tenir compte de ces petites subtilités-là. On prend la convention collective, on prend le code du travail, puis on regarde, voilà, il dit le contrat. Quelles sont les garanties que nous devons
lorsque vous travaillez à l'inspection du travail, vous ne pouvez pas savoir combien on va dire, d'affaires subtiles, bizarres que vous pouvez trouver sur la table de l'inspecteur du travail. Voilà. Tout simplement, soit peut-être parce que l'entreprise a juste failli quelque part. Et très souvent, ça arrive aux entreprises parce que on pense qu'on est en train de rendre service. S'il vous plaît. Oui. Vous ne pouvez pas savoir combien de problèmes aussi banals qu'on a, voilà, tout simplement parce qu'on s'est dit, bon, ça peut aller de soi, ça c'est normal. C'est évident. Voilà, c'est évident. Et puis après, pour ce petit problème-là, on se retrouve devant l'inspecteur. Et durant l'essai, l'employeur doit verser le salaire convenu qui doit correspondre à la catégorie professionnelle du travailleur. Donc, si quelqu'un a l'essai et qu'on l'a... Parce que les gens souvent disent non, c'est quand on a assez dit qu'on est embauché. Non. Même un contrat d'essai, c'est une embauche. Parce qu'il y a un contrat de travail. Voilà. Et donc, le travailleur, lorsqu'il est à l'essai, il doit, la catégorie dans laquelle on va le classer là, on doit lui donner le salaire catégoriel correspondant. Au moins. Voilà. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Comme on a vu dans les entreprises, les gens, quand ils embauchent, les gens à l'essai, on leur donne une catégorie comme ça, avec une rémunération forfaitaire. Voilà. Alors que non, c'est un contrat de travail comme tout autre. Et dans le contrat, on doit avoir le classement catégoriel. On a le classement catégoriel parce qu'à chaque catégorie correspond un salaire de base. Donc c'est ce salaire de base, ce salaire catégoriel là dont doit bénéficier le travailleur même lorsqu'il est à l'essai. Donc, comme tout contrat, le contrat du travail, il évolue, il est bon, il prend fin. Et donc, en cas de rupture, parce qu'il y a deux cas, le contrat peut arriver à son terme, ou bien il peut prendre fin avant le terme. Donc, s'il prend fin avant le terme, les parties, n'est-ce pas, sont libérées sans aucune formalité. À la fin de l'essai, s'il n'est pas concluant aussi bon, les parties sont liées sans aucune autre formalité. Mais s'il est concluant, donc, soit le contrat initial, parce que le renouvellement, il n'est pas obligatoire. Voilà. Après le contrat initial de la première période d'essai, on peut conclure soit un CDD ou un CDI. Voilà. Et donc, lorsqu'il en est ainsi, le temps d'essai est pris en compte dans l'ancienneté du travailleur. Donc, si par exemple c'est un contrat d'essai de 2 mois qui a été renouvelé, si le renouvellement, on va dire, le CDD est conclu après les 4 mois, donc l'ancienneté c'est depuis le premier mois. Si le renouvellement, donc il y aura 4 mois d'ancienneté.
si le contrat définitif est signé après 2 mois, donc il aura 2 mois d'ancienneté. Parce que le problème survient surtout à la fin du contrat, lorsque le travailleur va quitter définitivement, on va dire, l'entreprise. Et très souvent, bon, il y a des gestionnaires qui commencent à calculer l'ancienneté soit à partir du CDD ou du CDI. Alors que non, l'ancienneté, lorsque le monsieur a commencé l'essai et qu'il est retenu dans l'entreprise, l'ancienneté c'est depuis son premier jour d'essai. Oui. Tout à l'heure, on a parlé des classements catégoriels. Si pendant la période d'essai, l'agent de maîtrise est mis dans la catégorie, par exemple, des ouvriers, que l'essai est concluant, est-ce que le contrat qui va s'en suivre peut changer, on peut changer de catégorie? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il a commencé la période d'essai, c'est un agent de maîtrise en fait. Mais pour la période d'essai, bon, ils l'ont mis dans la catégorie ouvrier. Maintenant, il finit sa période d'essai. Et puis, on peut passer à un CDD par exemple. Est-ce que l'employeur peut décider de le prendre dans la catégorie d'agent de maîtrise? Oui. Pourquoi pas? Donc, s'il le prend dans cette catégorie-là, en ce moment, on ne parlera plus d'ancienneté parce que c'est comme Pourquoi? si... L'ancienneté n'est pas liée à la catégorie. Il y a des gens qui rentrent dans une entreprise en tant qu'ouvrier et puis ils évoluent un peu petit à petit jusqu'à être cadre. Donc l'ancienneté là, ce n'est pas lié à votre catégorie. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes en train de dire, si vous connaissez vous êtes employé, vous connaissez par exemple une promotion que vous passez à l'année maîtrise, l'ancienneté de l'employé. On prend en compte la période d'essai. En fait. Mais la période d'essai, c'est comme tout contrat. Quelqu'un peut commencer employé CDD et puis passer agent de maîtrise CDI. Ça ne fait pas tomber. Ça ne fait pas tomber l'ancienneté en tant que. Donc l'ancienneté, ce n'est pas lié à la catégorie ou au contrat de travail, mais c'est lié à la présence dans l'entreprise. Et à la rupture du contrat de travail, là, le salaire qu'on prend en compte là, ce n'est pas votre salaire. On dit qu'on prend en compte le salaire moyen mensuel des 12 derniers mois pour calculer vos indemnités de départ. Donc ça n'a rien à voir avec votre catégorie ou bien avec votre... voilà. Comme si vous êtes employé, que vous passez cadre en temps, bon, vous calculez vos indemnités de départ. Si vous êtes cadre depuis plus de 12 mois, bon, c'est le salaire moyen mensuel de la rémunération de cadre là qui sera pris en compte. Voilà. Et ce que vous dites même là, mais si on veut pousser la réflexion plus loin, ça peut paraître comme une faute de l'entreprise. Parce qu'on dit quoi? Même lorsque la personne est à l'essai là, s'il a laissé, vous l'avez classé dans la catégorie des employés, alors que vous savez que le poste qu'il occupe là, c'est un poste d'agent de maîtrise. Ça veut dire que l'entreprise a en faute. Voilà. Ça veut dire que l'entreprise a en faute parce qu'en cas de conflit, si on arrive à l'inspection du travail, l'inspecteur du travail peut dire non, moi je calcule, n'est-ce pas, c'est son ancienneté et tout ça à partir de la période d'essai où il n'a pas changé d'emploi, alors que l'emploi c'est un emploi d'agent de maîtrise, mais pendant cette période-là, vous l'avez classé comme ouvrier. Voilà. Donc, juridiquement, il faut faire attention à ces différentes subtilités-là lorsqu'on rédige un contrat de travail. Voilà. Parce que quoi qu'on dise, les gens gagnent toujours leur procès ou leur contentieux à l'inspection. Hein. Voilà. Seulement que, bon, une procédure judiciaire ou contentieuse, elle est longue. Voilà.
si vous avez des, comment on va dire ça, des commissaires de justice, des avocats, des conseillers juridiques, et lorsqu'ils sont très percutants, mais ils risquent de vous emmerder pour ces choses-là. Voilà. Parce que si vous n'en faites pas attention, ça peut amener l'inspecteur du travail vers le tribunal à demander des dommages-intérêts à l'entreprise, pour dédommager le travailleur pour ces choses-là. Monsieur, on dit qu'il n'y a pas de travail. Le gars, il a sa maîtrise. Il vient, et puis comme vous avez dit dans le groupe passé, c'est les employeurs ont l'impression de rendre service aux salariés. C'est vrai qu'il a sa maîtrise, mais il a la maison, il ne fait rien. Donc je lui dis, viens, mais il occupe le poste, par exemple, on va toujours le même exemple, il est ouvrier. Mais lui, il sait qu'il a un an de maîtrise et puis il accepte le poste d'ouvrier. Pourquoi il a l'expression de travail? Non, attention. C'est pas parce qu'il a une maîtrise qu'il fait un travail d'ouvrier qu'il a un an de maîtrise. Le diplôme là, c'est pas la catégorie et la convention collective le dit très bien. La catégorie n'est pas liée au diplôme mais à l'emploi. Voilà. Non, ce que vous dites là, c'est pas le même cas. Par exemple, il est comptable. Et puis le poste d'emploi de comptable là, c'est un emploi d'agent de maîtrise. Et puis vous le classez employé. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est l'emploi qu'on classifie, qu'on classe. C'est pas le diplôme, attention. Voilà. Même s'il a un doctorat qu'il est venu, l'emploi qu'il fait là, c'est un emploi d'ouvrier, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que si l'emploi qu'il occupe là, c'est un emploi d'agent de maîtrise. Et puis vous, comme vous savez qu'il est en position de faiblesse, vous le mettez dans une catégorie inférieure. C'est là que ça pose problème. Parce qu'on dit que ce qu'on classe, c'est l'emploi, c'est pas le diplôme. C'est comme à l'école nationale d'administration. Vous pouvez avoir une maîtrise et puis vous passez le concours d'agent administratif. Mais on ne va pas classer, on ne va pas vous donner un emploi d'inspecteur pour autant parce que vous avez une maîtrise. On va vous donner un emploi d'agent administratif. C'est vrai que vous avez la maîtrise. Vous partez passer le concours du CAFOP. Est-ce qu'on va vous classer comme enseignant? On va vous donner un grade d'enseignant de lycée ou de collège? Non. C'est le concours du CAFOP, vous passez, donc vous avez le grade d'instituteur. Voilà. Maintenant, si vous êtes dans un établissement, par exemple, où il y a... parce qu'il y a certains établissements qui partent de la maternelle jusqu'à... on va dire jusqu'au supérieur. Voilà. Maintenant, quelqu'un vient, il enseigne au collège ou bien au lycée, et puis vous lui donnez une catégorie d'enseignants de maternelle ou de primaire. Voilà. Là, vous êtes en faute. Mais s'il a sa maîtrise et puis il enseigne au primaire, vous n'êtes pas en faute, vous lui donnez de la... Voilà. Donc, ce qu'on classe là, c'est l'emploi, ce n'est pas le diplôme. Il faut que les gens retiennent ça. Et la convention collective interprofessionnelle est claire là-dessus. Les catégories professionnelles sont fonction de l'emploi et non du diplôme. Voilà. L'emploi quel thème et non du... C'est pas le diplôme qu'on passe. Voilà. Et en droit, on dit quoi? Nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Voilà. C'est vous, si vous arrivez à l'instruction du travail, vous dites non, donc comme il n'avait pas de travail, il est venu chez moi, bon, moi aussi, c'est vrai qu'il a la maîtrise et qu'il peut occuper un emploi de maîtrise, mais moi je l'ai classé comme employé, comme ouvrier pour l'aider. Non. Vous, en tant qu'employeur, vous devez, s'il occupe un emploi d'agent de maîtrise, le classer dans la catégorie, n'est-ce pas, d'agent de maîtrise. Ne pas avoir ce problème-là après. Voilà. Parce que souvent on pense que c'est de la théorie, mais c'est lorsque vous êtes dans la situation que vous vous rendez compte que
Bon, vous êtes en train de faire, vous êtes sur un dossier très très urgent, et puis c'est l'inspecteur de travail qui vous appelle, vous dit bon, vous avez un dossier ici, venez. Vous êtes convoqué à 16h. Alors que vous avez un truc urgent, et puis on vous appelle à l'inspection du travail. Bon, lorsque vous allez mettre tout ça ensemble, ça ne fait pas un problème de plus de 100 000 francs. Vous dites, moi j'ai une connaissance qui est RH, mais qui connaît ce problème-là actuellement. Voilà. Parce que celui qui était là avant lui, je crois qu'il était le médecin de l'entreprise, et puis après on dit bon, comme il s'occupe de la santé des travailleurs là, on a qu'à devenir responsable des ressources humaines. Et puis bon, vraiment, il a fait les choses selon son entendement, sa manière de voir les choses. Et puis bon, vous arrivez, il y a des gens, on a fait signer des contrats d'engagement à l'essai de 1 an. Ok. Pourquoi? Oui, c'est un an. Le méchant. Toute une année en train d'essayer. Même quand tu veux. Les gens qui ont signé des contrats à durée déterminée, voilà. Ils sont depuis 2 ans, ils sont dans le même statut de CDD. Ok. Sinon, au-delà de 2 ans, ils sont dans le même statut de contrat à durée déterminée. Donc, c'est lui maintenant. Voilà. Et c'est chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle de l'entreprise que le problème survient. Voilà. Les gens qui étaient là depuis 2 ans, et puis voilà. Ils sont en CDD, et puis on les a licenciés. Puis maintenant, on saisit l'inspecteur du travail, voilà, on vous appelle. Parce qu'ils sont dans le BTP. Souvent, le monsieur, il est sur un chantier, le RH, il est sur un chantier à Boisseau ou bien à Timokro, on l'appelle, on dit bon, voilà. Et quand lui vient, il constate que lui-même n'a même pas connu le monsieur dans l'entreprise. On a arrivé que bon, c'est après que le problème est survenu. Parce que les hommes passent, mais l'entreprise reste, les fonctions, les postes demeurent. Donc souvent vous êtes en face de situations que vous n'avez pas générées. Il faut faire attention lorsque on rédige les contrats de travail, pour voir ces petites subtilités-là, pour ne pas qu'après. Parce que ce qu'une entreprise, c'est qu'elle protège d'abord, c'est son image. Une entreprise ne veut être toujours appelée devant les tribunaux, devant l'inspection. Ça peut aller? Ok, donc la dernière phase de l'embauche, c'est l'accueil et l'intégration. Merci. Donc ça aussi c'est très important. Parce que j'ai les ressources humaines, il y a la phase de l'accueil, de l'intégration. Donc d'abord l'accueil, il faut faire en sorte de réserver. Et donc la procédure varie selon les entreprises. L'accueil, pour un ticket d'accueil, donne des informations générales, n'est-ce pas, sur l'entreprise. Cet accueil-là aussi va dépendre du niveau, de l'importance des postes, des fonctions, de tout ça. Il faut au moins que le premier jour, bon, quand quelqu'un arrive, il y a des choses quand même à faire. Que les gens sont dans l'entreprise et puis bon,
Les pantalons jaunes. Un nouveau visage là. Ah, le monsieur qui est toujours en veste là. Il fait quoi ici même? Non. Les gens ne connaissent pas. C'est en train de rumeurs, des suspicions, etc., etc. Il faut faire en sorte que cet accueil-là, donc il est effectué par le service RH qui achemine le nouvel embauché vers son service de destination, dont le responsable, le supérieur hiérarchique direct, donc se charge des présentations aux collègues, voilà. Le supérieur, afin de pouvoir faciliter, n'est-ce pas, son intégration. Donc il faut toujours faire l'effort, voilà, d'accueillir, de présenter de nouveaux travailleurs. Donc, la présentation, la procédure d'accueil, ça peut consister d'avoir la présentation du site, la présentation de l'entreprise et des hommes. Voilà. Ce sont des postes essentiels. Qui sont très importants. Les toilettes, par exemple. Présenter ça à la nouvelle recrue. Oui. La reprographie. Souvent, c'est des choses qu'on néglige. Alors que, voilà, la cantine, s'il y a un restaurant, voilà, c'est des choses souvent qu'on néglige, mais on peut même, si le poste est important d'un certain niveau, bien sûr, recruter un groupe de personnes ensemble, on peut même faire une cérémonie organiser une cérémonie de réception. Voilà. Donc, le travail en équipe, organiser même des cérémonies de réception, poser certaines barrières. Voilà. Très souvent, et tout part de là. Et puis bon, la deuxième phase, c'est la phase de l'intégration. Phase de l'intégration. Donc, qui se subdivise en 3 phases. Dans la phase de formation, la phase d'apprentissage et la phase de contribution. La phase de formation où bon, le travailleur, le mec prend connaissance avec son poste, sa fonction. La phase d'apprentissage où voilà, il s'adapte, il s'habitue. Puis bon, la phase de contribution où, parce que dans tout recrutement, il y a ce qu'on appelle la courbe de performance qui est fonction des objectifs. D'accord. On a période. Ici, on a les objectifs. On s'appelle par exemple objectif 1, objectif 2, objectif 3, objectif 4. Et puis on a la période, ça peut être en mois, en trimestre.
trimestre, en année, etc. etc. Donc 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc normalement, la courbe de performance, elle doit croître. Donc, le premier mois on est là, deuxième mois on est là, troisième mois on est là, 4, etc. Donc, voilà. L'idéal serait que bon, la courbe croît le plus tôt possible. Mais pourquoi pas être là au premier mois, là au deuxième mois. Vous voyez? Donc il faut faire en sorte que cette courbe de performance. Donc lorsqu'on recrute, on peut fixer des objectifs, des missions, etc. etc. Et puis voir, bon, à quel niveau se situe le nouvel embauché par rapport à sa présence. Donc, parce que quelle que soit votre expérience, votre qualification, vous allez toujours passer par ces trois phases-là. Mais l'idéal serait que bon, les différentes phases soient les plus courtes possibles. Et l'objectif, on dit toujours en ressources humaines, l'objectif d'une évaluation, ce n'est pas la sanction, mais c'est l'amélioration. Voilà. Donc, comment on fait pour que les uns et les autres puissent évoluer le plus tôt possible. Monsieur, la courbe de performance, elle est faite par qui? Par le supérieur hiérarchique ou bien par la GRH? Non. Surtout par le supérieur hiérarchique. Voilà. Surtout par le supérieur hiérarchique. Mais avec la collaboration de la RH. Parce que le supérieur hiérarchique, lui, peut ne pas connaître ça. Mais c'est à la RH de mettre les procédures, les méthodes en place pour que, bon, on ait un degré de mesure de l'intégration des uns et des autres. Voilà. On dit au supérieur hiérarchique, bon, le monsieur qui vient là, il faut lui fixer des objectifs sur 3 mois. Voilà. Sur 3 mois. Tu dis, bon, le premier mois là, voilà ce qu'il doit faire. Le deuxième mois là, voilà ce qu'il doit faire. Le troisième mois là, voilà ce qu'il doit faire. Et puis on se rend compte que, bon, le premier mois même là, bon, il a déjà atteint les objectifs du 3, des 3 mois. Ou bien le deuxième mois, il a déjà atteint les objectifs du troisième mois. Voilà. Donc, comme on dit aussi, un objectif, il doit être smart. On va lui demander d'atteindre des objectifs dont il n'a pas les moyens. Voilà. Dont on ne met pas les moyens à sa disposition. Dont on ne met pas les moyens à sa disposition. Voilà. Donc, on a dit là, les RH, c'est une fonction partagée. Peut-être que cela suppose même que vous-même dans votre entreprise, déjà, vous avez formé les différents managers, les différents chefs de service, voilà, aux différentes méthodes d'évaluation. Voilà. Sinon, lorsque quelqu'un arrive, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Bon. Enfin, on a un deuxième homme. Je suis plus sûr. Même si la balance demeure toujours déséquilibrée. Exactement. C'est monsieur Acré Joël. D'accord. Donc soyez les bienvenus. Merci.
modules. Hein. Soit le deuxième module, il y a sa quatrième séance. Voilà. Donc, on va vous souhaiter le bienvenu. Les unes et les autres vont se présenter. Oui. D'accord, on commence au bout. Moi, c'est Ake Kachi. Donc, Ake femme, Ake homme. Ake. Oh. Moi, c'est Ake. Le R là est venu. D'accord. Oui. Madame. Madame, oui. Traoré Olivia. D'accord. Donc, monsieur Agré, monsieur le module de la gestion administrative, vous avez déjà fait les ressources humaines? Vous êtes quelle formation? La comptabilité. Collègue. C'est de lui on parlait. Collègue. D'accord. Vous êtes dans l'entreprise, vous gérez le personnel. D'accord. Donc on espère que vous allez apporter votre contribution. Est-ce que c'est bon? Monsieur. D'accord. Donc on va aborder le chapitre 3. Pour parler des actes administratifs de gestion. Donc, on a plusieurs actes qui sont posés dans les actes administratifs qui sont posés dans le cadre de la gestion du contrat de travail. On a d'abord les actes de renouvellement, les attestations, les certificats et les mesures disciplinaires, donc les sanctions. Donc d'abord les actes de renouvellement.
Donc, on a d'abord le renouvellement des contrats à durée déterminée. Voilà. Et donc, ce renouvellement-là, on dit quoi? Le renouvellement du CDD permet de poursuivre la relation contractuelle au-delà du terme indiqué dans le contrat initial. Donc, il s'agit juste d'informer par courrier le travailleur que bon, on va renouveler son contrat de travail. Donc, juste lui adresser un courrier. Parce que s'il n'y a pas de courrier et que la relation, n'est-ce pas, contractuelle continue au-delà de la période initiale, le contrat sera considéré comme un contrat à durée indéterminée. Voilà. Donc ici, il s'agit de juste faire le courrier, mais pas de faire un nouveau contrat. Voilà. Parce que le contrat peut arriver à terme. Et puis bon, on y met fin et on rédige un nouveau contrat. Il faut faire attention lorsqu'on a conclu un CDD, pour avoir la fin, de rédiger une lettre pour dire que le contrat sera renouvelé. Et donc, il s'agit ici du prolongement du contrat initial, mais pas de faire un nouveau contrat. Et donc, pour pouvoir renouveler un CDD, l'employeur n'a pas besoin d'utiliser une clause ou une mention dans le contenu du contrat de travail. Voilà. Il y a seulement besoin de mentionner que bon. Donc, même à l'absence de clause du contrat initial prévoyant le renouvellement, celui-ci peut être proposé et réalisé. Donc, on fait juste un courrier pour annoncer que bon, le contrat là, il va continuer comme il était. On a signé un contrat de 3 mois, bon, à la veille de la fin, on fait un contrat pour nous, c'est bon, ton contrat là, il va continuer dans les mêmes ans. Voilà. On n'est pas obligé de faire un nouveau contrat. On n'est pas obligé de faire un nouveau contrat. Voilà. Mais s'il y a une clause qui change. S'il y a une clause qui change, on va faire maintenant ce qu'on appelle un avenant. Voilà. Donc s'il n'y a pas de conditions qui changent, on peut juste faire un courrier qui dit qu'on reconduit ton contrat. Voilà, qui dit qu'on reconduit ton contrat. Ok. On fait juste un courrier. On dit qu'on reconduit son contrat. Si le contrat, à la fin du contrat, on va pas comment on va dire ça, le renouveler, bon, on annonce, on dit que bon, le contrat ne sera pas renouvelé, on fait les documents nécessaires pour mettre fin à ce contrat-là. Et puis maintenant, même si on veut une semaine, 2 semaines après, on fait un nouveau contrat et puis on l'appelle. Là, ça fait 2 contrats différents. Mais le même contrat là, si on veut le renouveler, on n'a pas besoin de faire un autre contrat encore. On peut juste faire, n'est-ce pas, un courrier pour l'informer, pour dire que le contrat sera. Voilà. C'est bon? Voilà. Maintenant, si le même contrat, on va continuer, mais que les dispositions vont changer, on fait un courrier avec un avenant. On dit que le contrat va continuer, mais voilà les dispositions qui vont changer. Donc, comme on a dit ça, on fait un avenant au contrat de travail. Donc le contrat, article 1, ceci est un avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2012. 2022. On a combien? 23, non? Voilà. Article 2, conformément à telle disposition de la convention collective, bon, la rémunération passe de. Voilà. Un avenant. Contrat de travail. Et la période aussi. Voilà. Si c'est la période qui va changer,
fait un avenant pour dire bon, la rémunération reste, mais la période là, ça passe de telle période à telle période. Ou bien article 2, la rémunération va changer. Article 3, la période aussi va changer. Ça va passer de 3 mois à 6 mois, etc. etc. L'essentiel, c'est d'avoir un écrit. L'administration, c'est l'écrit. Ça, il faut qu'on le retienne. Parce que nous, souvent, on dit les choses, et puis c'est quand il y a contentieux, ou quand il y a conflit, que, bon, on se rend compte que on n'a pas respecté les dispositions de la loi. C'est bon? Mais l'avenant aussi, comme on le dit, il peut aller dans le sens contraire. Un avenant, ça peut être dans le cadre d'une évolution positive ou d'une évolution négative. Oui. On peut par exemple dire, bon, on va renouveler le même contrat, mais le salaire va passer de 300 000 à 250 000. Est-ce qu'il va accepter? Ok. Ouais. Est-ce qu'il va accepter? Mais on dit quoi? Pour pouvoir porter une négociation totale, l'employeur doit obtenir l'accord préalable du salarié et le formaliser par la signature de l'avenant. Donc on aura discuté d'abord avant de faire l'avenant. Mais le contrat de travail là, c'est comme tout contrat. Le salarié il est majeur s'il n'est pas d'accord. Il dit je ne suis pas d'accord, il s'en va. Voilà. S'il n'est pas d'accord, il dit je ne suis pas d'accord, il s'en va. Maintenant on va trouver quelqu'un qui peut accepter ce salaire là pour venir faire le travail, c'est tout. Donc souvent il ne faut pas que nos sentiments, nos émotions dépassent la raison ou bien la loi. Voilà. Si c'est permis par la loi, bon, ça veut dire que c'est faisable. S'il n'est pas d'accord, il s'en va. Voilà. Mais c'est quand c'est dans le cadre peut-être d'un contrat à durée indéterminée que ça peut devenir un souci. Quand c'est à durée indéterminée. Quand ça a duré indéterminée, ça peut devenir un souci si on veut faire perdre un avantage ou un acquis aux travailleurs. Voilà. Parce que là, s'il n'accepte pas, il peut partir, ça sera considéré. Parce que on va dire, quand la rupture provient du travailleur, de la volonté du travailleur, c'est une démission. Mais dans ce cas-là, ça sera considéré comme un licenciement. Voilà. Dans ce cas-là, ça sera. Parce que même dans le cas d'un CDI, il peut refuser, on peut lui proposer quelque chose. Et bon, dans le cas peut-être qu'on a des difficultés économiques, mais de bonne foi. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse les choses dans la mauvaise foi. On peut lui dire, bon, voilà. Mais de toute façon, si lui pense que c'est abusif aussi, il a ses voies de recours. Si lui pense que c'est un licenciement abusif aussi, bon, il a ses voies de recours. Donc si c'est dans le cas d'un CDI, ça peut paraître plus compliqué. Oui. C'est par rapport au renouvellement et puis l'avenir. Maintenant, je voulais savoir, lorsque, par exemple, on doit renouveler le contrat, est-ce qu'on fait d'abord le courrier de renouvellement, ensuite l'avenant? Par exemple, si le salaire doit changer, est-ce qu'il faut faire d'abord le courrier de renouvellement et puis l'avenant ensuite? Non. Ou bien... Parce que de toute façon, pour faire l'avenant là, il faut que on ait, comme on l'a dit, l'accord préalable du salarié.
Donc la logique voudrait que, bon, on discute d'abord avec lui avant de faire le courrier de renouvellement. Mais bon, est-ce que juridiquement, il y a la préséance d'un acte sur l'autre? Non. Voilà. Est-ce que juridiquement, il y a la préséance d'un acte sur l'autre? Non. La loi ne dit pas que bon, il faut d'abord faire le courrier avant de proposer l'avenant, il faut d'abord établir l'avenant avant de. Mais en termes de gestion au quotidien, dans le cadre de votre organisation du travail même, ça c'est une autre question. Voilà. Mais je ne pense pas que bon, il y a quelqu'un qui est, on va dire, au bon sens, si un avenant c'est pour augmenter ton salaire, est-ce que bon. Ça, c'est pour demander. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de demander Ton avis. ton avis? En personne. Voilà. Ah, mais il y a des gens aussi qui sont à des postes, ils ne veulent pas bouger. Hein. C'est ce que je demande. Est-ce qu'il faut lui donner les deux ou bien l'avenant seulement suffit? Non, il faut lui donner le courrier et l'information. Voilà. C'est dans le renouvellement, puis après l'avenant peut suivre. Oui, on peut donner tout ensemble. Voilà. Mais par rapport à l'avenant, est-ce qu'il a déjà discuté avec son supérieur hiérarchique? Ils ont déjà discuté. Le supérieur, il a chez nous. Bon, je veux dire, il peut arriver que dans un service, en fonction des besoins, qu'on le veut pas au poste où il est actuellement, on veut qu'il change en fait. Donc, si le supérieur, son supérieur hiérarchique, à qui il rencontre quoi, a déjà parlé avec lui par rapport à ça. Bon, je pense que là, on est plutôt dans une question de management ou de communication. Voilà. Mais ici, on est dans une situation de droit. Voilà. Et le reste maintenant, c'est une question de gestion, de management. Avoir l'assentiment ou l'approbation du supérieur hiérarchique et tout ça. Bon, ça, c'est une question de gestion, de management. Bon, comme on l'a dit, la fonction ressources humaines, c'est une fonction partagée avec les autres. Mais sinon, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème. Voilà, que le supérieur hiérarchique soit informé ou non. Le supérieur hiérarchique ne peut pas peut pas poser un veto de droit pour dire non. Pourquoi vous avez augmenté mon collaborateur ou pourquoi vous l'avez mis dans un autre poste sans mon avis? Est-ce qu'il peut aller se plaindre à l'inspection du travail pour ça? Non. Voilà. Voilà, c'est pas. Donc, on va dire sur le plan communicationnel, management, ce serait l'idéal. Voilà. Que, bon, même si on doit l'affecter, que les deux chefs de service ou de département, voilà, soient informés, c'est-à-dire le service de départ et puis le service d'arrivée. Bon, ça c'est une question maintenant de gestion. Mais en droit, le supérieur hiérarchique ne peut pas se plaindre pourquoi vous avez augmenté mon collaborateur. La loi dit que le chef d'entreprise il a le pouvoir discrétionnaire de direction et de sanction. Voilà. Donc il peut augmenter son entreprise, mais qui il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut. Voilà. Ça dépend de vous. Donc si vous êtes le RH, bon, peut-être que si vous n'avez pas, on va dire, le pouvoir de décision réelle, mais celui que vous devez informer, c'est qui? C'est le directeur. Non, vous êtes le directeur des ressources humaines. C'est le directeur général. Voilà, c'est le directeur général. Peut-être que, bon, si vous n'avez pas la dernière décision, c'est à lui que vous pouvez rendre compte.
peut-être par un courrier, par un rapport, dans un mémo et tout ça, à travers les différents canaux de communication dans l'entreprise, même à travers un mail, etc. Sinon, rien ne vous oblige à donner l'information au supérieur hiérarchique direct. Maintenant, dans votre, on va dire, activité de management, de gestionnaire, vous dites, comme je sais que ma fonction là, c'est une fonction qui se fait avec les autres, voilà, il faut que je lui donne l'information en amont. Il ne faut pas qu'il soit surpris en aval. C'est bon? J'ai une question. Allez-y. J'aimerais savoir, est-ce qu'un employé peut demander un avenant? Un employé. Par exemple, je vais partir à la base de la courbe de performance. Un employé à qui on a donné un objectif de 3 mois et on se rend compte qu'en 1 mois, il a bouclé. Du coup, on lui donne une autre tâche plus grande sans toutefois modifier son contrat. Et ce dernier se rend compte que c'est une tâche vraiment plus difficile, même s'il arrive à faire, et il demande à ce qu'on revoie son contrat. Il demande à ce qu'on revoie son contrat. Son contrat dans quel sens? Dans le sens où il veut une augmentation, il veut que quelque chose change dans son contrat en fait. Non, il peut motiver pour dire bon, j'ai atteint mes objectifs, mais ce n'est pas à lui de demander un avenant. Voilà. Maintenant, c'est l'entreprise, quand elle est d'accord, elle va maintenant faire. C'est l'entreprise, quand elle est d'accord, le responsable des ressources humaines, quand il est d'accord, c'est lui maintenant qui va faire un avenant. Voilà. Mais l'avenant là aussi, on va dire, il n'est pas obligatoire. On peut augmenter quelqu'un sans passer par un avenant. Ou bien un travailleur peut faire une demande d'augmentation sans que cela ne suscite un avenant. Voilà, il peut faire juste un courrier pour dire bon, voilà, je suis entré dans l'entreprise, j'ai été recruté à telle ou telle catégorie. On m'avait fixé tel objectif, je les ai atteints, etc. Et donc, je pense que ça mérite une motivation supplémentaire en termes salariales ou en termes de rémunération. Et puis, l'entreprise aussi regarde, elle voit qu'effectivement, les objectifs qu'on lui a fixés, il les a atteints, on lui accorde n'est-ce pas, une rémunération. Voilà. Mais l'avenant, on va dire, ça ne doit pas être une contrainte ou bien lié vraiment à une contrainte. C'est-à-dire que le gestionnaire des ressources humaines lui-même, ça doit venir de lui-même. Quand il y a, on va dire, modification dans la situation d'un salarié ou d'un travailleur, le gestionnaire des ressources humaines doit se dire, attention, il faut que je matérialise ça par un document. Pour que le jour que moi je ne suis pas là, celui qui va venir après moi, il puisse savoir pourquoi ou dans quel cadre ce travailleur-là il est passé de telle situation, de tel niveau, de telle situation à telle situation. Il y a une base légale qui est là, une base administrative qui est là. Donc, l'avenant, ça veut dire que c'est le responsable des ressources humaines qui doit comprendre que quand il y a une situation, il doit le faire. Donc, ça ne doit pas être lié à une demande ou bien forcément à une... Non. On dit, tel salarié là, il est passé de telle catégorie à telle catégorie. On dit, ça nous amène à faire un avenant à son contrat de travail. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gestionnaire des ressources humaines, tous les actes qui se font dans l'entreprise concernant les ressources humaines, là, il doit les matérialiser par un écrit. Et donc, quand ça concerne le contrat de travail,
il doit le faire à travers un avenant, le contrat de travail. Parce que souvent, c'est ce qui arrive dans les entreprises. Vous faites un audit organisation, un audit RH, vous constatez les gens sont passés de tel niveau à tel niveau. Bon. Sans explication juridique, légale, administrative et tout ça. On peut continuer? D'accord. Donc, on a les attestations. Donc ici, on va parler de l'attestation de travail, l'attestation de congé annuel et l'attestation de congé de maternité. Donc, l'attestation de travail. Donc, l'attestation de travail, on fournit une attestation de travail à un salarié qui est encore en poste dans l'entreprise. Et donc, l'attestation, comme son nom l'indique, atteste que le travailleur est encore dans l'entreprise et qu'il est classé à telle ou telle catégorie socio-professionnelle. Donc, il est librement rédigé par l'employeur en fonction des besoins du demandeur. Parce que l'attestation, son contenu peut varier en fonction de l'objectif qui est recherché. Donc, par exemple, si c'est pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, on doit toujours contenir au moins le numéro employeur et le numéro employé. Voilà. Donc, si c'est pour la banque par exemple, bon, ça peut donc demander peut-être la période depuis l'embauche, qui sera peut-être obligatoire pour voir certaines choses. Si c'est par exemple pour demander un visa, le contenu est varié. Si c'est par exemple pour attester auprès de son bailleur, l'attestation peut par exemple vouloir demander le montant du salaire, etc., etc. Voilà. Donc, on a là un exemple d'attestation. Ensuite, on a l'attestation de congé annuel. Voilà. Qui est délivré à un travailleur qui part en congé. Il doit préciser la date de départ, la date de retour, le nombre de congés, etc., etc. On a là. Tout ça se trouve dans le support. Hein. Et puis enfin, on a l'attestation de congé de maternité, voilà, qui est délivrée à la femme qui part en congé de maternité. Voilà, ça va lui permettre de consulter chez vous son dossier CNPS pour la prise en charge de l'institution de prévoyance sociale. Troisième acte administratif, c'est les certificats. Donc ici on a surtout le certificat de reprise de service, le certificat de cessation de paiement. Donc le certificat de reprise de service qui est délivré à un travailleur qui reprend le service après un congé
soit après un congé, soit après un accident de travail ou une maladie professionnelle. Voilà, donc après une longue absence, travailleur cadre qui n'est pas là lorsqu'il reprend le service, bon, les ressources humaines doivent pouvoir être informées et lui délivrer un certificat de reprise de service. Toi-même, tu es le responsable des ressources humaines, et puis tu vois que tu as repris quand? Mais je pensais que tu reprenais lundi prochain. Le gars lui a dit, dans cela, il ne maîtrise rien là-bas. Donc, il faut faire attention, parce que les travailleurs, quand ils savent que bon, il y a une petite faille dans votre gestion là, voilà, ils en profitent toujours, ils se donnent toujours les informations. Ils disent, ah bon, moi, j'ai fait comme ça là, ils n'ont rien vu. Hein. Donc, toi-même, il ne faut même pas t'inquiéter, il faut partir. Là-bas, là, ils contrôlent bien. Donc là, on a un exemple. Et puis, on a le certificat de cessation de paiement, voilà, qui est délivré à la femme en grossesse, qui bénéficie d'un congé de maternité. Et ce certificat indique que la femme concernée ne sera plus rémunérée par l'entreprise et qu'elle percevra désormais une allocation de maternité. Donc elle ne percevra plus un salaire. Pourquoi on parle d'allocation? On ne dit pas qu'elle ne percevra plus un salaire et qu'elle désormais percevra une allocation. Oui, parce que le salaire, c'est la contrepartie du travail, de la prestation. Donc, lorsqu'elle est en congé de maternité, elle perçoit un revenu, mais qu'on ne peut pas qualifier de salaire. Voilà, qui doit être au moins égal à la dernière rémunération qu'elle a perçue. Voilà. Au moins, on va dire, tout ce qui a caractère de remboursement, ou bien qui est lié au poste ou à la fonction. Par exemple, si elle est enceinte, elle ne percevra pas pendant la période de la grossesse l'indemnité de transport. Si elle perçoit par exemple une prime de salissure qu'on donne aux agents, n'est-ce pas, qui travaillent dans des conditions, on va dire, mettre en péril leur hygiène, leur santé, qui travaillent par exemple dans les ordures, les produits chimiques. Voilà. Ça par exemple, elle ne percevra pas ça. Voilà. Parce que c'est des choses qui sont directement liées au travail. Voilà. Donc, l'allocation de maternité doit être égale au moins à la rémunération qu'elle perçoit, auquel on va soustraire ce qu'on appelle les éléments qui ont un caractère de remboursement. S'il y a par exemple une prime de fonction, une indemnité de fonction, ça ne fera pas partie de l'allocation de maternité. C'est une prime qui est liée à la fonction lorsque vous exercez la fonction. Est-ce qu'on a des questions? Contribution? Suggestion? Appréhension? Donc évolution. D'accord. Ok. Donc, le quatrième type d'acte administratif, ce sont les sanctions disciplinaires. Voilà. Ce sont les sanctions disciplinaires. Et on nous dit que
ces sanctions disciplinaires là, on a une liste limitative et elles sont d'ordre public. Ça veut dire quoi? La liste est limitative et d'ordre public. Ça veut dire quoi? Que on ne peut pas prononcer une sanction dans le cadre, en tout cas, du travail, que cette dernière. En tout cas, quand vous sanctionnez un travailleur, il y a une liste de sanctions qui est déjà définie par la loi. Qui décide de travailler sanctionner un travailleur, voici les sanctions éventuelles qui pourraient être prononcées. D'abord, l'avertissement, le blâme, la mise à pied et le licenciement. Voilà. On peut avoir l'avertissement. Quels sont les différents types d'avertissement qu'on peut avoir? On peut avoir l'avertissement. Voilà. Verbal ou écrit. Voilà. Le blâme, on peut aussi avoir deux types de blâme. Le blâme simple ou le blâme avec réversement au dossier. Donc le blâme, c'est une sanction qui va au-delà de l'avertissement. On peut avoir le blâme simple. Bon, on blâme, on donne le blâme, on met une copie dans les archives des ressources humaines. Le blâme avec le versement de dossier, en plus de la copie qu'on met dans les archives des ressources humaines, on met également une copie dans le dossier du salarié. Dans le dossier du salarié. Voilà. On peut aussi avoir la mise à pied de courte durée, donc mise à pied de 1 à 3 jours, ou bien la mise à pied de longue durée. Donc de 1 à 3 jours, on parle de mise à pied de courte durée. De 4 à 8 jours, on parle de mise à pied de longue durée. Et puis bon, on a le licenciement. Donc, le licenciement, quels sont les différents types de licenciement qu'on peut avoir? Licenciement abusif, oui. Le licenciement économique. On peut avoir quoi? Le licenciement pour faute. L'autre. On peut avoir le licenciement pour faute. On peut avoir le licenciement pour faute grave. Ok? Le licenciement pour incompétence également. Pardon? Incompétence. Le licenciement Pour incompétence. C'est pour normal. Pour un travailleur qui est incompétent en fait. Un travailleur qui est incompétent. Par exemple, il a dit bon, moi je sais faire ça, on lui donne le temps, il vient, il n'arrive pas à appliquer. Est-ce que ça c'est un licenciement qui est déterminé par la loi?
Ici, on est dans le cadre juridique. Voilà. Parce qu'en fait, mon collaborateur, c'est Là. pour envoyer pour incompétence. C'est pourquoi je veux savoir si ça existe. La loi dit On aurait dit. Non. que pour envoyer un travailleur pour incompétence, il faut que vous arriviez à prouver que vous l'avez formé pour acquérir. Compétence. Que c'est dernier peu. Allez, voilà, saisir le pouvoir pour dire que c'est un truc abusif en fait. Parce que dans la loi sur la formation professionnelle dit quoi? Que pour qu'on licencie un travailleur pour une compétence, il faut que l'entreprise arrive à prouver que, n'est-ce pas? La formation requise. Voilà. Elle a formé le travailleur pour acquérir ses compétences-là. Si vous n'avez pas formé un travailleur pour le licenciement pour, on va dire, une compétence, ne fait pas partie de la liste. Voilà. Si vous voulez licencier pour quelqu'un pour une compétence, vous devez d'abord le former. Après la formation, si vous vous rendez compte qu'il n'a pas les compétences, vous pouvez le licencier. Donc le licencier, vous n'allez pas, vous allez la faute. Non. La faute professionnelle. Qui est une faute grave. Voilà. Là, ils vont vous licencier parce que vous n'avez pas atteint les objectifs. Ce que nous considérons comme une faute grave. Voilà. Parce que là, Et ça, c'est la après faute est différente. On va dire, la faute, c'est la qualification juridique qui est différente de l'acte en lui-même. C'est un acte qu'on considère comme faute. Voilà. Par exemple, vous avez conduit en état d'ébriété. Et donc, nous considérons cela comme une faute lourde. C'est là qu'on qualifie, voilà, juridiquement. Voilà. Et puis maintenant, la conséquence. Voilà. Monsieur, moi je voulais qu'on revienne un peu sur le blâme par exemple. Est-ce qu'on peut faire un exemple pour que je vois un peu le blâme? C'est quoi? Non. Le blâme, là, on dit quoi? Pour tel acte, on vous donne un blâme. Comme on peut dire, vous donner un avertissement. On dit par exemple, on a considéré que la semaine dernière, voilà, vous n'êtes pas venu au travail. Voilà. Donc pour cela, on vous donne un avertissement. Voilà. C'est écrit. Oui. Il est écrit, de la manière dont on dit, on vous donne un avertissement. On peut écrire, on vous donne un blâme. Ça veut dire que vous êtes au-delà de l'avertissement. Voilà. Vous êtes au-delà de là. On vous donne plus qu'un avertissement. Après, ça en fait une mise à pied. Voilà. On vous donne plus qu'un avertissement. Voilà. Je comprends quelque chose. Donc le blâme là, on dit quoi? On peut avoir deux types de blâme. Le blâme, on peut seulement mettre la copie dans les archives des ressources humaines. C'est-à-dire, on va garder votre dossier. Mais le blâme avec le versement du dossier, on met une copie dans le dossier. Voilà. Dans ton dossier, on dit que, attention. C'est un élément. Récidiviste. C'est quoi? Il reste dans les dossiers peut-être pour
pour le prochain qui va venir après nous bien. Même pour nous-mêmes. Ah, Voilà. là, d'accord. Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce qu'il est normal de sauter des 2 premiers, c'est-à-dire l'avertissement de blâme et aller automatiquement donner une mise à pied de blâme? Oui. On dit que le chef d'entreprise a le pouvoir discrétionnaire des sanctions. Ciao, là. Oui. Donc, maintenant c'est à le travailleur là, s'il lui pense que c'est pas juste là, il va à l'inspection du travail, où il saisit les délégués du personnel. Voilà. S'il lui pense que au lieu d'une mise à pied là, parce que la mise à pied là, ça va être retenu sur salaire. Voilà. S'il lui pense qu'on lui a apporté préjudice, mais il peut saisir les délégués du personnel ou au-delà, l'inspection du travail. L'inspection du travail là, c'est pas seulement pour les licenciements. Hein. Même si les conditions de travail ne sont pas réunies là, on peut saisir l'inspecteur du travail. On dit, ah, voilà, là où on travaille là, on est dans les fous, il fait vraiment chaud, on n'a aucun. On travaille, on est dans la tôlerie par exemple, on travaille avec le feu, mais on n'a pas de protection. Donc tout ça là, ça peut nous amener vers l'inspecteur du travail. Oui. Parce qu'on a demandé, est-ce que l'avertissement doit préciser ça forcément de la demande d'explication? Est-ce que On doit précéder l'avertissement de la demande d'explication. D'accord. Donc, merci, on va répondre à votre question. On va porter juridique. On nous dit quoi? La procédure disciplinaire. En droit, on dit quoi? La forme tient le fond en l'état. Toute sanction doit être précédée d'une demande L'explication. Voilà. On ne peut pas donner un avertissement, un blâme, comment on va dire ça? Une mise à pied, un licenciement sans demande d'explication. Donc on dit quoi? En principe du droit à la défense, toute sanction disciplinaire doit être toujours précédée d'une demande d'explication. Voilà, on ne peut pas faire sanctionner quelqu'un sans lui avoir au préalable. Voilà, en droit on dit quoi? Le fond tient, la forme tient le fond en l'état. Vous pouvez avoir raison dans le fond, mais si vous n'avez pas respecté la procédure, on peut dire non, il y a vice de procédure, donc la décision est nulle. Donc avant de sanctionner quelqu'un, il faut que... Donc on nous dit que l'avertissement et la mise à pied de 1 à 3 jours peuvent être invoqués comme circonstances aggravantes à la compte du travailleur durant un délai de 6 mois suivant la date d'intervention de la sanction. Voilà. Donc l'avertissement et la mise à pied de 1 à 3 jours peuvent être invoqués à l'encontre du travailleur durant un délai de 6 mois avant l'intervention suivant la date d'intervention de la sanction. Donc, jusqu'à 6 mois, on peut invoquer l'avertissement et la mise à pied pour licencier quelqu'un. On peut dire bon, ça n'a rien à... Mais après les 6 mois, l'avertissement et la mise à pied, on ne peut plus les évoquer comme circonstances aggravantes. Voilà, ça veut dire que cette sanction-là, elle n'a plus d'impact sur les nouvelles sanctions qu'on doit prendre. Si j'ai bien compris, c'est quoi? C'est que si un travailleur a eu un avertissement ou un blâme et que 6 mois sont passés, on ne peut plus l'utiliser encore dans son dossier. On ne peut plus l'utiliser encore, voilà, on ne peut plus invoquer ça encore pour dire, bon, comme tu as eu un avertissement, à cause de ça, voilà. Mais pendant 6 mois, on peut invoquer cela comme circonstance aggravante. On dit quoi? Ce délai est porté à 8 mois en ce qui concerne la mise à pied de 4 à 8 jours. Donc lorsque
c'est une mise à pied de 4 à 8 jours. Pendant 8 mois, on peut l'invoquer. Mais après 8 mois, on ne peut plus se baser sur ça pour sanctionner quelqu'un. Par exemple, un chauffeur, il a fait un accrochage. On lui a donné une mise à pied. Il a fait un accrochage le 1er janvier 2023. On lui a donné, on va dire quoi, un avertissement ou bien une mise à pied pour ça, de 1 à 3 jours, le 1er janvier. Donc jusqu'au 31 juin, c'est ça non? Juin c'est combien? 30 non? 30 juin. Voilà, jusqu'au 30 juin là. Voilà, cette sanction là pèse toujours. On va dire, c'est-à-dire jusqu'au 29 juin, même le 30 juin, on peut dire, s'il fait un autre accident, on peut dire, mon ami, tu as déjà fait ça, donc, voilà, on peut te sanctionner. Mais après le 30 juin, là, c'est-à-dire à partir du 1er juillet, s'il fait un accident, on ne peut pas dire non, on ne peut pas se baser sur ça. Voilà. Donc s'il a fait le 1er juin, janvier 2023, il a jusqu'au 30 août, c'est ça non? Au 31 août, cette mesure-là, voilà, peut être toujours considérée comme circonstance aggravante. Mais à partir de la fin du mois d'août, on ne peut plus se baser sur ça pour lui donner, voilà, une sanction plus grave. Voilà. Donc, c'est à nous de savoir tout ça. Donc, le licenciement abusif, c'est un licenciement qui n'a pas de motif juste légal. Le licenciement économique, c'est un licenciement qui est basé sur les difficultés financières de l'entreprise. Le licenciement pour faute lourde, on dit quoi? La faute lourde, c'est une faute qui entraîne immédiatement le licenciement, ipso facto. Le licenciement pour faute grave, on dit quoi? La faute grave, c'est une faute qui est susceptible d'entraîner le licenciement. Donc lorsqu'il y a faute lourde, il y a licenciement immédiatement sans indemnité ni préavis. Mais lorsqu'on a qualifié la faute, lorsqu'on a qualifié la faute de faute grave, ça veut dire qu'on doit respecter et le préavis et les indemnités de rupture de contrat de travail. Voilà. De toute façon, c'est l'employeur qui qualifie la faute de lourde ou de grave. Ah, d'accord. Si on a qualifié la faute de grave, ça veut dire qu'on doit faire le préavis ou bien on doit payer les indemnités de préavis et les indemnités de rupture. Si on a qualifié la faute de lourde, ça veut dire qu'il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'indemnité, ce qu'on appelle les droits. Voilà. Maintenant, si le travailleur pense que le licenciement est abusif, c'est lui, il va saisir maintenant l'inspection du travail. Voilà, il dit qu'on va licencier, mais moi je pense que ce qu'on me reproche là, c'est pas vrai, c'est pas juste. Et bien, ça ne peut pas constituer un motif de licenciement. Et puis maintenant, c'est la loi maintenant qui va déterminer, bon, l'inspecteur va mener ses enquêtes pour voir si le licenciement oui, j'aimerais savoir, le réaménagement de planning, il s'inscrit dans quel cadre? le réaménagement de planning, C'est-à-dire, il y a une situation qui se passe dans l'entreprise et on demande à des personnes de patienter à la maison le temps qu'une enquête soit effectuée pour éclaircir la situation. Par exemple, il y a eu vol. Et puis, l'employeur veut mener des enquêtes pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et il demande à l'employé en question de rester à la maison sur un temps. Et pendant ce temps, l'employé perçoit son salaire et tout, il est à la maison, il attend. Oui, mais là, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Oui, on a fini. Deux jours.
Là, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, c'est s'il dit à l'employé de rester à la maison sans son salaire, c'est ça qui pose problème. Voilà. Mais cela doit se faire par écrit. Oui. Voilà. Maintenant, quand il demande à l'employé de rester à la maison, Oui. et il ne mène pas cette enquête-là, pendant qu'il n'envoie personne aussi pour le remplacer, on fait le travail de la personne. Est-ce que les employés ont le droit de se plaindre? Est-ce que Ceux qui sont restés ont le droit de se plaindre? ils ont le droit de se plaindre? Non. Ils vont se plaindre de quoi? Le travail est fait pour 6 personnes. On met une personne à la maison, on n'envoie pas une personne pour remplacer. Est-ce que ça entraîne des heures supplémentaires? Ça entraîne des heures supplémentaires qui ne sont pas payées. Donc c'est là le problème. Donc ça, c'est autre chose. il fait des heures supplémentaires. Sinon, s'il travaille que. Il n'y a pas de Il n'y a pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de souci. C'est l'employeur qui organise son entreprise, c'est ça le pouvoir de direction. Maintenant, s'il y a des heures, si ça amène les gens à travailler plus au-delà des heures normales, il sera amené à leur payer des heures. Mais si il paye pas, maintenant il peut aller se plaindre. Maintenant, s'il ne paye pas, si les employés pensent que c'est un préjudice, ils se disent, soit les délégués du personnel, pour en parler, ou bien l'inspecteur du travail. Voilà. Sinon, si ça n'entraîne pas d'heures supplémentaires, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils ont fait un courrier où ils ont saisi l'employeur pour en discuter? Bon, la fois, on fait le courrier. Mais donc il faut discuter avec On n'a pas fait le courrier, mais ils ont voulu s'entretenir avec les chefs de service, comprendre pourquoi est-ce qu'ils devaient faire ces heures-là, et ils n'avaient pas compté dans les salaires. Il faut vite dire à ton boss qu'il va payer. Voilà. Il faut le prévenir. Il Comment commence. c'est que ça? Le vent qui arrive vers lui. Il y a un bonbon qui t'attend. C'est mieux. Tu vas dire ça. Voilà, tu vas dire ça au chef, tu exposes les faits. En tant que responsable des choses, vous ne pouvez pas vous en aller. Tu l'as pas à la main, tu exposes Voilà, les il faut faits. que vous exposez les faits à l'employeur. Parce que c'est ça aussi la gestion des ressources humaines. Le gestionnaire, vous êtes là pour régler les problèmes que l'entreprise rencontre dans la gestion des hommes. Vous ne pouvez pas dire qu'une telle situation vous en lavez les mains. À la suite de ça, un courrier est sorti pour dire que les heures supplémentaires ne seront pas payées. Comment les heures supplémentaires ne seront pas payées? Vous savez qu'on ne peut pas obliger un travailleur aussi à faire des heures supplémentaires. C'est ça. Hein? Voilà, pas obligé. Ça. qui arrive. Mais je m'agrade. Oui, oui. On a fait. Aujourd'hui, la fatigue des Ça, on a quelle heure? C'est 13h. 13 heures. 13h à 15h. Monsieur, on a un exercice qu'on n'a pas corrigé. Oui. On est tellement pris par le temps. Le premier, là, on n'a pas beau. C'est quoi ça peut être? C'est deuxième. Sur toute Les pyramides. Tous les samedis et 13 heures.